Bonsoir à tous, c'est la deuxième commune la plus peuplée de la région bruxelloise. Scarbeck clôture ce soir notre marathon électoral sur BX1. Alors c'est un peu compliqué de décrire cette commune tant elle est diversifiée, peu de points communs en effet entre le quartier de la Gare du Nord et la place des Chasseurs ardennais, la place Litz ou la place de Jean-Bline de Meux. C'est l'une des difficultés d'ailleurs dans la gestion de cette commune, mais il y en a d'autres, vous le constaterez tout au long de ce débat. On va voir d'abord, si vous le voulez bien, la carte d'identité de la commune. Plus de 130 000 habitants vivent à Scarbeck. C'est Frédéric Limal qui en est le bourgmestre faisant fonction. Dans la majorité, on retrouve la liste du bourgmestre des filles et Écolo Groen. Dans l'opposition, le PS, le PTB, les engagés, le mouvement réformateur et des indépendants. Alors nous pouvons accueillir jusqu'à 6 invités sur ce plateau. Nous invitons les listes démocratiques complètes et celles qui comptent le plus de candidats. Mais il y a d'autres listes qui se présentent également à Scarbeck. Il y a Voroid Plus, Team Fouad Haïdar, la NVA et le collectif citoyen. Alors comme d'habitude pour cette dernière émission aussi, c'est un tirage au sort qui détermine la prise de parole et chaque candidat a 30 secondes pour y répondre. C'est vous, monsieur Clerfailly, qui parlerez en premier. Ma question, elle est simple, ce sera la même pour tous. Qu'est-ce qui changera demain avec vous au pouvoir à Scarbeck ? Mais on va reprendre la gestion de Scarbeck et continuer l'élan que la commune connaît pour l'instant. Les statistiques montrent que Scarbeck va beaucoup mieux. Le taux de chômage a baissé, le niveau de revenu moyen par habitant a augmenté. Elle attire beaucoup d'habitants qui viennent par choix dans la commune de Scarbeck. Il faut poursuivre ce travail. Ça ne veut pas dire que tout va bien. Il y a encore des difficultés. On va en parler sans doute tout à l'heure. Des enjeux de sécurité spécialement dans le quartier nord, des questions de propreté, des questions de mobilité, comme dans tous les débats ou dans toutes les communes. Et il faut surtout, ce sujet-là, une politique équilibrée qui fasse la place à tout le monde. Alors, monsieur Van Laroen, même question pour vous. Qu'est-ce qui changera demain avec vous toujours au pouvoir à Scarbeck ? Alors, Scarbeck, c'est une commune formidable. Moi, j'aime ses parcs, ses écoles, ses commerçants. Et d'ailleurs, à Scarbeck, tout le monde a le droit de vivre en sécurité. Tout le monde a le droit d'avoir un espace public qui soit de qualité et propre. Il y a des familles scarbeckoises qui sont précarisées, qui doivent être mieux protégées. Alors, pour tout ça, on va devoir trouver rapidement des solutions. Souvent face à des problèmes qui sont, il faut le reconnaître, complexes. Alors nous, Écolo Groen, moi, bourgmestre de Scarbeck, je compte travailler à temps plein, à l'écoute, avec courage, mais surtout avec beaucoup de passion. Très bien, 30 secondes pile. Audrey-Henri, à vous, qu'est-ce qui va changer demain avec vous au pouvoir à Scarbeck ? Mais écoutez, déjà, je suis peut-être un visage moins connu autour de ces tables, mais si je suis présente parmi vous aujourd'hui, c'est que j'ai été justement choisie par le mouvement réformateur et les engagés pour mes capacités à rassembler et aussi à porter un nouveau projet pour la commune. Après 30 ans d'une majorité, de la même majorité à Scarbeck, je crois que Scarbeck a besoin de renouveau. Et donc, avec mon colistier Cédric Mailleux, nous pouvons représenter cette nouvelle génération qui a envie de s'impliquer pour Scarbeck et qui est connectée à la réalité et aux Scarbeckois. À vous, Hassan Koyounchou, tête de liste PS, qu'est-ce qui va changer demain avec vous au pouvoir à Scarbeck ? Tout d'abord, je voudrais mettre les choses dans leur contexte. Le Parti socialiste est dans l'opposition à Scarbeck depuis 2006. Vous savez, moi j'ai été élevé dans le respect et le dialogue. Si nous gagnons les élections le soir du 13 octobre, je mettrai en place une politique axée sur le respect et le dialogue. C'est la raison pour laquelle nous avons mis au cœur de notre programme la concertation citoyenne. Nous irons à la rencontre des Scarbeckoises et des Scarbeckois et nous construirons le Scarbeck de demain ensemble avec les citoyens dans le respect et le dialogue. Ça, c'est notre vision pour le Scarbeck de demain. Alors, Georges Verzin, tête de liste 1030 ensemble, même question pour vous. Mais en ce qui va changer, c'est très clair. Pendant 6 ans, la majorité sortante, Écolo Groen, liste de bourgmestre, a géré cette commune en prenant des décisions qui n'ont jamais été concertés avec les habitants. Les habitants, les citoyens ont été superbement ignorés, tant en matière de mobilité qu'en termes de stationnement. C'est pour ça que nous avons créé cette liste citoyenne, 1030 ensemble, rassemblant des Scarbeckois de tous les quartiers, de toutes les origines, de toutes les générations. Et en fait,
ensemble, nous voulons réconcilier tous les Scarbécois avec leur commune, avec la gestion de la commune. C'est ça notre première priorité. Allez, vous avez un peu dépassé les 30 secondes, mais tout sera comptabilisé en régie, hein, que vous ne vous inquiétez pas. Léla Lassény, tête de liste PTB, on termine avec vous. Qu'est-ce qui va changer avec vous au pouvoir à Schaerbeek si vous y êtes? Bah oui, c'est vrai que Schaerbeek, c'est une super commune, c'est une commune jeune, c'est une commune avec plein d'initiatives citoyennes, d'habitants qui veulent faire bouger leur quartier. Mais c'est une commune qui mérite mieux que la majorité qu'on a depuis 18 ans, qui prennent des mesures antisociales, qui montent les gens les uns contre les autres. Donc on a besoin vraiment de changement. Avec le PTB, on veut incarner ce changement pour des loyers moins chers, pour des solutions de mobilité concrètes qui partent des besoins des gens, pour plus de propreté, plus de sécurité. Voilà, et donc on termine ce premier tour de parole et tout de suite on parle de la situation politique. Audrey Henry, je vais vous donner la parole pour commencer. Alors vous voulez qu'une page se tourne, vous voulez un nouveau souffle pour Schaerbeek avec le MR. Vos partenaires privilégiés autour de la table, ce serait qui? Écoutez, effectivement, les jeux sont très ouverts à Schaerbeek lors de ces élections. Et donc, il faudra voir ce qui va se dégager des urnes le 13 octobre. Mais clairement, avec les engagés, nous sommes une liste commune de centre droit. Et donc, on voudra se réunir autour de projets, donc de préférence de centre droit, le plus centriste possible. Ouais, et donc, votre partenaire privilégié, c'est la liste du bourgmestre, c'est 1030 ensemble? Écoutez, je pense qu'on trouve en tout cas dans le programme des points communs, avec y compris la liste du bourgmestre, mais également la liste 1030 ensemble. Ouais, voilà un appel du pied, hein, Bernard Clairfailly. Alors, est-ce que vous êtes finalement preneur d'une autre majorité, plus de centre droit? Écoutez, moi, j'ai géré Schaerbeek depuis 24 ans avec les socialistes à un moment, avec les libéraux à un moment, avec les CDH, les engagés à un moment, avec les écolos aujourd'hui. Georges Verzin a également été échevin dans ma majorité à un moment, dans une autre vie politique. Donc, j'ai une capacité à rassembler et à continuer à construire le projet schaerbécois avec des forces politiques qui veulent se mettre au service des habitants. Ouais, mais ça, c'est pas. Vous répondez pas à ma question. Hein. Cet appel du pied, comment vous le prenez? Mais non, je viens vous indiquer. Je le prends avec intérêt pour ce qu'il est, bien entendu. Ouais. Et j'entends bien qu'il y a plusieurs forces politiques autour de cette table qui sont prêtes à travailler avec moi pour poursuivre un projet au bénéfice des Schaerbécois. Oui, alors Hassan Koyunchou, vous, votre majorité idéale, quelle serait-elle? Alors, je vais être très clair. Nous n'avons pas d'accord. Nous allons les mains libres aux élections. Schaerbeek, c'est la deuxième commune de Bruxelles et la 6e commune du Royaume. Pour gérer une commune comme Schaerbeek, il faut des partenaires crédibles. Il faut des partenaires qui ont l'expérience de la gestion. Et autour de moi et autour de cette table, nous avons des probables partenaires qui ont l'expérience de la gestion. Et on verra, nous irons là où les électeurs décideront de nous y emmener le soir des élections. Et ceux qui ont le plus d'expérience, c'est la liste du bourgmestre et Ecolo Groen. C'est un appel du pied que vous leur lancez aussi? La démocratie aura parlé le 13 octobre et nous irons là où les électeurs décideront de nous y emmener. Oui, et est-ce que vous vous retrouvez dans le mot d'ordre de votre président, Paul Magnette, une majorité la plus progressiste possible? Écoutez, je l'ai déjà dit ici sur BX1 que notre désir est de faire partie d'une majorité la plus progressiste possible. Mais on verra le soir des élections, on verra les résultats. Oui, alors Léla Lassény, au PTB, tous les candidats que nous avons reçus nous disent cette fois-ci on est prêt, on veut y aller, on veut entrer dans une majorité. J'imagine que vous ne me direz pas le contraire, mais ma question c'est avec qui et à quelles conditions? Oui, c'est vrai qu'à Schaerbeek, avec le PTB, on est très ambitieux, puisqu'on était le deuxième parti en juin aux élections, très proche du Parti socialiste en termes de voix. Donc on sent aussi un vrai engouement sur le terrain le PTB grandit, le PTB est implanté dans tous les quartiers de Schaerbeek. On sent vraiment une volonté de changement et on veut y aller, on veut vraiment pouvoir peser dans les décisions à Schaerbeek. Et donc oui, pour ça, il faudra qu'on monte en majorité aussi. Et donc on veut devenir le plus grand parti ou un des plus grands partis pour pouvoir justement s'imposer à la table des négociations. Mais avec ceux qui veulent vraiment un vrai changement pour Schaerbeek. Et donc ce serait évidemment
plutôt avec des partis de gauche. Mais pour nous, peu importe en fait l'étiquette progressiste, les gens s'en fichent d'avoir une étiquette si derrière rien ne change. Si c'est que des mesurettes, un petit peu de vernis par-ci par-là, on s'en fiche de l'étiquette. C'est qu'est-ce qu'on fait ensemble pour avancer pour des logements moins chers, pour de la mobilité, pour la sécurité, pour la propreté, pour les écoles. Et donc là-dessus, il va falloir avoir un programme ambitieux parce que les gens ne votent pas pour le PTB pour avoir exactement la même chose que 20 ans auparavant. Oui, alors Vincent Van Halloween, c'est vrai que le paysage politique est plus morcelé que jamais. C'est vrai qu'il semble évident qu'une majorité à deux partis, ce sera compliqué. Mais vous, quand on lit votre programme, vous êtes satisfait du bilan. Est-ce que vous voudriez continuer avec la liste du bourgmestre ? C'est sûr que les difficultés vécues par la liste du bourgmestre, avec beaucoup de mandataires qui s'en est allé, rend le jeu beaucoup plus ouvert, voilà, sans langue de bois. Il n'y aura pas de majorité, c'est très vraisemblable, sauf séisme électoral, il n'y aura pas de majorité possible à 2 partenaires. Donc il faudra au minimum être 3 autour de la table. Nous, dimanche, nous avons envie de parler de projets. 2 axes importants. Il va falloir continuer à être ambitieux en termes d'espace public, d'aménagement, de qualité, de végétalisation, de sécurité routière. Et il va aussi falloir faire des politiques progressistes en termes de social et en termes de santé, parce qu'il y a encore beaucoup de communes et de familles qui sont dans une grande précarité, qui sont en difficulté. Nous, ce seront nos 2 curseurs de l'ambition en termes de cadre de vie et du progressisme et des politiques ambitieuses et progressistes en termes de santé. Oui, alors Georges Verzin, si à un moment donné on vient frapper à votre porte et on vous dit tiens, est-ce que tu ne ferais pas la pointe, vous iriez vers qui, vous, Georges Verzin? Bernard Clairfailly rappelait que vous êtes un ancien membre du mouvement réformateur. Absolument. Donc, en fait, moi, j'ai consacré toute ma vie politique à Schaerbeek et aux Schaerbécois. J'ai côtoyé beaucoup de gens différents, d'horizons différents. J'ai travaillé avec Charles Piquet à la région. J'ai travaillé avec Daniel Ducarme, qui était président au moment du mouvement réformateur, y compris à Schaerbeek. J'ai travaillé avec Bernard Clairfailly il y a quelque temps déjà. Et donc, j'ai évidemment pas de problème à retrouver, sur base d'un programme qui réconcilie les Schaerbécois et qui nous fait avancer avec des gens qui sont prêts à s'investir réellement à 100% dans leur commune, à 100% de leur commune, et à ne pas aller et venir au gré de leurs fantaisies et de leurs ambitions. Mais donc vous restez plutôt centre-droit, si j'ai bien compris. Je suis un libéral de gauche. Je suis, comme je dis souvent à Charles Piquet, nous sommes tous les deux sur les 2 rives différentes de la même rivière. Oui. Alors Audrey Henry, c'est vrai que vous êtes un nouveau visage, vous êtes tête de liste depuis peu de temps. Est-ce que ça suffit pour exister politiquement sur un territoire comme la commune de Schaerbeek ? Alors, la commune de Schaerbeek est très grande, c'est vrai, très diverse. Maintenant, je milite quand même déjà depuis 5 ans. Nous avons fait du terrain tous les week-ends dans tous les quartiers de Schaerbeek. Et donc, je pense avoir suffisamment de connaissances des différentes réalités de la commune. Et surtout, voilà, je suis une jeune quarantenaire qui a choisi de venir s'installer à Schaerbeek, d'acheter sa maison avec mon compagnon pour y fonder sa famille. Et je vois à quel point cette commune est riche, est attrayante, peut l'être d'autant plus une fois que les problèmes de sécurité, de propreté et de mobilité qu'elle rencontre peuvent être réglés. Et donc j'ai envie qu'elle attire des profils comme le mien à venir s'installer à Schaerbeek. Oui, Bernard Clairfailly, est-ce que vous n'arrivez pas avec votre liste, Vincent Van Halloween en parlait, affaibli devant l'électeur? C'est vrai qu'il y a plusieurs conseillers communaux qui vous ont quitté. Il y a eu un échevin qui vous a quitté récemment pour la team Fouad Haïdar. Il y a eu l'affaire de Herth, l'inculpation de viol. Est-ce que, par rapport à ça, vous n'arrivez pas finalement beaucoup plus faible qu'il y a 6 ans devant l'électeur? Ce qui s'est passé, il y a 10 conseillers communaux à Schaerbeek qui ont quitté, qui ont changé de parti sur une législature sur 47 conseillers communaux. C'est du jamais vu, ce petit mercato qu'on a eu à Schaerbeek. Et ma liste étant la plus forte, c'est celle qui a sans doute perdu le plus de conseillers. Mais je viens, fort de mon expérience, fort des candidats expérimentés qui sont sur ma liste, du renouveau qu'il y a sur la liste, je viens porter tout cela avec un vrai projet pour Schaerbeek, pour poursuivre l'élan qu'on connaît maintenant. On vient d'en parler, cet élan existe. Schaerbeek attire des jeunes ménages, des moins jeunes, avec toute sa diversité de population. Et je pense que beaucoup de gens
gens ont envie de continuer et d'améliorer ce qui doit encore l'être. Oui, Monsieur Koyuncu, vous parliez d'une majorité avec des gens expérimentés dans votre première intervention. Est-ce que vous voyez former un front de gauche avec le PTB ? Écoutez, on verra, comme je l'ai déjà dit, on verra les résultats le soir des élections. Si à un moment donné, on devra faire une majorité avec les partis de gauche, pourquoi pas, mais le problème avec le PTB, c'est un parti qui récolte des voix, mais c'est un parti qui reste au balcon, en fait. C'est ça le problème. Mais là, il y a une intention, visiblement, et on donnera la parole juste après. On l'a déjà eu en 2018, on a appelé le PTB à table à Charleroi, à Molenbeek, mais c'est un parti qui ne prend pas ses responsabilités. J'appelle les électeurs à voter de manière utile. Si vous votez des partis qui ne prennent pas leurs responsabilités, vous verrez la même majorité diriger Schaerbeek le soir du 13 octobre. Oui, alors Madame Lacini, c'est vrai qu'il y a toujours ce doute qui vous colle à la peau, je dirais. Est-ce que vraiment vous voulez y aller, quoi ? À Schaerbeek, le vote utile, ce sera pour le PTB. C'est la seule garantie pour avoir un vrai changement à Schaerbeek. On est très clair là-dessus et je suis très claire là-dessus. Donc, une bourgmestre PTB à Schaerbeek, c'est possible et surtout, ça va changer radicalement les choses. Des échevins PTB, ça changerait radicalement les choses. Donc, le vote utile, si on veut vraiment changer et pas juste des mesurettes, ce sera le PTB. Après, bien sûr qu'on se mettra à table, bien sûr qu'il faudra discuter ce qui est possible, les choix qu'il faudra faire, mais vraiment... On entend ce discours toujours sur les responsabilités du PTB. Moi, je vous dis, chiche, allons-y. Vous verrez bien ce que le PTB peut apporter comme changement. Et je pense qu'il faut, par contre, forcer un peu les partis traditionnels qui, malheureusement, comme le Parti socialiste, ont tendance à plus regarder vers leur droite que vers leur gauche. Et c'est pour ça qu'on dit aux gens, voilà, il faut que le PTB soit fort. Sinon, on va avoir tout le temps les mêmes mécanismes et les mêmes retournements vers la droite. Et ça, on veut éviter ça. Vous regardez plus vers votre droite, Monsieur Koyuncu ? Écoutez, on verra le soir des élections. Oui, mais vous pouvez répondre. Hein. Vous avez déjà dit que vous préfériez des partis expérimentés. Mais le problème, si à un moment donné, les gens votent, les Schaerbeckoises et les Schaerbeckois votent le PTB et que le PTB ne prend pas ses responsabilités, on l'a vu par le passé à plusieurs reprises, c'est compliqué pour nous. Nous sommes prêts à nous mettre à table avec le PTB le soir des élections. Mais c'est un parti qui ne prend pas ses responsabilités. Je veux le répéter, voter de manière utile. Si vous voulez pas que la même majorité continue le soir des élections, il faut voter de manière utile. Oui, et comment vous réagissez quand le PTB dit le seul changement, ça viendra avec le PTB ? Mais jusqu'aujourd'hui, on ne l'a pas vu. Ouais, c'est ça le problème. Hein ? Justement, même le PTB, même dans l'opposition, on a vu les changements. On a vu les changements pour plafonner le prix des voyages scolaires. On a vu le changement par rapport à la solidarité avec la Palestine, qu'on a pu construire un front pour pouvoir imposer des mesures. On l'a vu par rapport à plusieurs motions qui ont été votées du PTB. Donc on a vu déjà concrètement le travail qu'on a fait au Conseil communal. On a été un des groupes les plus actifs au Conseil communal à proposer des choses constamment. Et il y a certaines choses qui ont pu passer. Donc on veut continuer là-dessus. On veut continuer dans cette lancée-là. Ouais. Monsieur Van Allowen, vous dites chiche aussi, le PTB dit chiche. Vous dites chiche aussi avec le PTB ? Dimanche soir et la semaine prochaine, quand on devra réfléchir à un collège, il va falloir avoir 3 choses. 1, réunir des partis qui ont une vision. Quelle vision voulons-nous avoir de la ville ? C'est ça le débat électoral et c'est pas des partis qui s'arrangent pour rester au pouvoir ou pour y rentrer. C'est pour quelle vision, pour quel projet pour les Schaerbeckois. 2, de l'expérience. Parce que ce qu'il y a devant nous, Monsieur Peuzès, c'est des temps difficiles en termes de finances publiques, en termes de sécurité et en termes de propreté. Et 3, il va aussi falloir de l'innovation. Moi, je suis heureux qu'au minimum, cette majorité puisse s'élargir ou faire une autre majorité. L'écologie politique est au centre de ces enjeux. J'ai montré, moi, mes capacités à pouvoir parler, que ce soit avec mes partenaires de majorité, mais aussi avec des partenaires de l'opposition. Et donc, moi, je suis prêt à essayer de faire les ponts, mais les ponts pour construire une vision claire et assumée. Oui, et pour répondre, vous dites chiche au PTB ou Moi, le PTB, je le crois sincère sur tout un tas de matières sociales. S'il va falloir refinancer le CPAS et autres, j'ai été parfois étonné, mais comme avec le PS, de voir qu'on prenait des positions très dures envers les services publics, envers le transport public en particulier. Et donc, moi, j'attends aussi de voir, je vous l'ai dit, les 2 ambitions. C'est progressiste sur les matières sociales et c'est ambitieux sur les matières d'aménagement du territoire et les matières de qualité du cadre de vie. Et donc, il va falloir parler avec tout le monde. Et tous ceux qui veulent se rassembler sur ces 2 matières-là,
auront les écologistes comme un partenaire fiable, expérimenté et loyal. Oui, pour vous, monsieur Clairefailly, c'est sans le PTB Mais le PTB vient souvent avec des mesures qui sont profondément impayables. Et j'entends bien qu'il y a des difficultés sociales à Scarbeck. Je les connais sans doute plus que tout le monde ici autour de cette table. Mais nous devons constamment pouvoir déployer les efforts que nous menons, notamment sur le plan social, avec les moyens que nous avons. Et Scarbeck reste une commune qui a peu de moyens. Elle doit être très exigeante sur sa gestion et elle doit faire appel à la solidarité d'autres niveaux de pouvoir pour mener ses politiques sociales. Une politique de gratuité des garderies dans les écoles, je serais tout à fait volontaire, à condition que la communauté française tout entière puisse venir nous aider à le faire, parce que la commune seule ne pourra pas se l'offrir. C'est ça les grandes difficultés que nous avons. Pour faire face à nos difficultés, il faut qu'on renforce la prospérité à Scarbeck. Le taux de chômage a baissé de 3 points ces dernières années, la situation s'améliore, on augmente la faculté contributrice en attirant de la classe moyenne, et donc on peut, sur cette base-là, alors déployer des politiques sociales, mais il ne faut pas mettre à mal cette dynamique avec des promesses et des mesures impayables. Oui, mesures et promesses impayables, la CENI. Il faut faire des choix. Il va falloir trouver des moyens pour faire rentrer de l'argent dans les caisses, mais il y a aussi des mesures qui coûtent moins, qui coûtent peu par rapport à la construction de logements sociaux. Et puis, je me permets quand même de dire, par rapport aux garderies, en tout cas les garderies à midi, quand on regarde le prix que ça coûte, en fait, ça ne coûte pas tant que ça. Le prix des gardiennes à midi, ça coûte la moitié du futur salaire du bourgmestre pour les ALE sur un an. Donc voilà, il y a un moment où on nous dit tout le temps, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. De l'autre côté, on va augmenter le salaire du bourgmestre et des échevins. S'il y a des mesures sociales qui doivent être prises, elles doivent être prises pour tout le monde. On doit pouvoir se dire, on est dans une situation d'urgence, quelles mesures sociales on veut mettre en place, comment on y arrive et trouver des solutions. Madame Henry, l'idée d'un PTB au pouvoir, ça vous fait peur à Scarbeck ? Écoutez, je pense qu'en tout cas, le maire a toujours été très clair et les engagés me rejoignent tout à fait sur ce point, que pour nous, ce serait effectivement sans les extrêmes au pouvoir, qu'ils soient de gauche ou de droite. Donc la ligne a toujours été claire à ce niveau-là. Oui, et vous, monsieur Verzin, comme ça on termine. Comme ça on termine, effectivement. Dans l'opposition qui vient de se terminer ces 6 dernières années, nous avons réussi à plusieurs reprises à fédérer, moi en tout cas comme conseiller indépendant, j'ai réussi à fédérer à la fois l'EMR, le PS et le PTB sur un certain nombre de sujets où nous étions clairement en opposition avec les deux partis qui formaient la majorité. Est-ce que pour autant ça veut dire que nous serons avec le PTB lors de la prochaine législature? Je crois que ça crée quand même un certain nombre de difficultés. Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je suis progressiste mais je suis aussi libéral. Et mon intention est d'abord de réinsuffler du dynamisme économique, de donner le sens et l'envie, le goût et les moyens aux commerçants de développer leur activité et en même temps de défendre cette solidarité qui manque tellement à un certain nombre de Scarbeckois qui ont besoin vraiment d'outils et de moyens pour assurer la cohésion sociale de tous les habitants de la commune. Et donc la conclusion, c'est... Votre conclusion? J'ai une difficulté avec le PTB, c'est clair. Voilà. Alors on vous aura compris, on a terminé le tour de table. On verra donc ce qui se passera le 13 octobre et surtout peut-être le soir même ou sans doute les jours qui suivent. Maintenant, on va passer aux enjeux. Notre journaliste Émilie Van Hemelen a été à la rencontre des Scarbeckois aujourd'hui et voici ce que les Scarbeckois lui ont dit. Flavius, il habite Scarbeck depuis environ une dizaine d'années et selon lui, le gros point noir de la commune, eh bien, ce sont les embouteillages. C'est pour ça que je me suis rendue ici dans le quartier Cage aux Ours où la maille Good Move a été frisée. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que la maille est officiellement abandonnée et plus généralement, quel est l'avenir de la mobilité ici à Scarbeck? Je me situe maintenant sur la place Litz dans le quartier Brabant pour parler d'un sujet, celui de la sécurité. Ce sujet, c'est Roberto, Yamina ou encore Adrien qui m'en ont tous les trois parlé ce matin. Ils ont vécu des situations difficiles dans le quartier et ils aimeraient savoir comment améliorer la sécurité des Scarbeckois et des Scarbeckoises. En parlant avec Adrien ce matin, je me suis rendu compte que les espaces verts étaient vraiment très importants pour les Scarbeckois. C'est pour cette raison que j'ai décidé de me rendre ici à la friche Josaphat où un projet immobilier fait débat. Alors la question que je vous pose, c'est comment faire coïncider le besoin d'espaces verts dans une commune avec le besoin de logement. Voilà, ça ce sont des sujets que l'on va évoquer plus tard, mais on va tout de suite commencer par le sujet qui a divisé les Scarbeckois, c'est la mise en place du plan Good Move, particulièrement la maille autour de la Cage aux Ours. En octobre 2022, ça a déclenché la colère de certains habitants et encore colère, le mot est faible. Alors aujourd'hui, ce sont les riverains de l'avenue de Molder qui font entendre leur voix. Ils estiment que leur artère est devenue une voie de transit. Alors quelle solution? La satisfaction des uns entraîne-t-elle
de facto le mécontentement des autres? Faut-il revoir le plan Good Move? Je vais me tourner vers vous, Madame Henry, puisque vous êtes en retard sur le temps de parole. Alors vous dites, vous, il est crucial de mieux écouter les habitants, de favoriser une concertation citoyenne. Donc concrètement, pour l'avenue de Mulder, est-ce que vous repartez d'une page blanche? Écoutez, oui, je pense qu'il faut remettre le plan Good Move à plat. Pour tout ce qui a déjà été fait, il faut examiner de manière objective, en concertation avec les habitants, avec les commerçants, même aussi avec la STIB, puisque je pense que dans un certain nombre d'endroits, la STIB rencontre des difficultés. Il faut apporter des correctifs là où c'est nécessaire. Et avant toute implémentation supplémentaire, il faut une véritable concertation. Il faudra prendre le temps nécessaire pour cela. Il faudra aussi travailler sur des mailles beaucoup plus petites, puisque vous savez qu'on a voulu effectivement faire 3 mailles qui couvraient la moitié du territoire scarbécois. Et donc c'est l'inverse pour nous de ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire des grandes mailles et peu de concertation. Et donc pour nous, il faut repartir dans le sens inverse, c'est-à-dire des beaucoup plus petites mailles avec beaucoup plus de concertation. Donc ça veut dire que pour l'avenue de Mulder, on change donc ce qui est pour l'instant. Donc Écoutez, l'avenue de Mulder est devenue au fait le déversoir de la 12. Et donc oui, il rencontre un vrai problème. On parle de 3 fois plus de trafic dans cet endroit-là, dans ce portion, de ce tronçon. Et donc ce n'est pas vivable pour les habitants. Et donc en effet, il faut repenser les rues alentours. Oui, alors Georges Vorzin, vous aussi, vous voulez qu'on revoie tout ça. Vous dites qu'il faut reconstruire un plan de mobilité avec une réelle participation citoyenne. Vous voulez supprimer les sens uniques non nécessaires pour désenclaver les quartiers. Il faut tout revoir ou uniquement à certains endroits, puisqu'il y a des mailles qui fonctionnent plutôt bien, hein. Je pense que c'est une erreur de croire qu'il y a des mailles qui fonctionnent bien. Je pense que, par exemple, dans la maille 1, la maille qu'on dit azalée, effectivement, si certains ont pu dire qu'il y avait 36% en moins de pollution dans cette maille-là, ils ont évidemment oublié de dire que dans l'avenue Chazal qui est à côté et dans l'avenue Roger, la pollution a augmenté de plus de 50%. Et donc, quand on règle un problème dans une maille, ipso facto, on crée un deuxième problème beaucoup plus grave dans la maille suivante. Et donc, il faut abandonner cette idée de maille, comme il faut le faire aussi dans la maille 2, rue Royale-Sainte-Marie, où en fait, en menant en sens unique sur la rue Royale-Sainte-Marie, on a fait quoi? On a simplement déporté la circulation rentrante de Scarbeck vers la rue de la Poste, et maintenant la majorité sortante écolo des filles, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut maintenant bloquer la rue de la Poste. À ce rythme-là, bientôt, il n'y aura plus personne qui pourra rentrer dans Scarbeck. Et ça, véritablement, on y est totalement opposé. Qui plus est, jamais à aucun moment la population n'a été concertée, ni dans la maille azalée, ni dans la maille 2 rue Royale-Sainte-Marie. Et donc, ça doit vraiment changer. Et donc, nous proposons de repartir d'une part blanche, de réouvrir ce qu'on appelle les liaisons de interquartiers, c'est-à-dire les voiries de transit, rue Gallet, rue Vanos, avenue Princesse Elisabeth, et donc d'égorger en même temps l'avenue de Mulder, auquel Mme Henry vient de faire allusion. Oui, alors je vous ai vu faire non, Vincent Van Allowen, vous ne partagez pas du tout cette philosophie, mais ma première question c'était, est-ce que le bonheur des uns ne fait pas le malheur des autres? Et c'est un peu ce qui se passe dans certaines mailles. Non, je crois que c'est une erreur de penser ça. Nous avons évalué, on peut continuer à évaluer, et il va falloir adapter. Moi, je rejoins que la situation actuelle, Chazal, de Mulder, Poste, n'est pas satisfaisante. Nous avons fait des études, nous avons évalué ça avec les acteurs de terrain. Il y a des solutions qui existent pour résoudre ces problèmes, non pas pour les déplacer, pour les résoudre. Il y a d'abord des décisions qui ont été prises en conseil communal, majorité et opposition allant dans ce sens, par exemple pour la rue Rubens et la rue de la Poste, pour être précis. En tout cas, nous sommes totalement ouverts au dialogue, totalement ouverts à plus de participation, totalement ouverts à des adaptations, mais non, comme le propose mon voisin ici, il n'y aura pas, avec écolo dans la majorité, il n'y aura pas de retour en arrière pour supprimer des pistes cyclables, pour supprimer des sites propres de la STIB, parce que tout ce que vous dites, remettre la chaussée d'Arc en double sens, c'est supprimer le site propre du 92.
Remettre la princesse Elisabeth en double sens, c'est supprimer le site propre du 92. Remettre Azalée en double sens, c'est supprimer 2 belles pistes cyclables qui sont qui sont utilisées par toutes les familles. Et donc des adaptations, du dialogue et des changements, bien évidemment. Tout cela existe, c'est prêt, en fait. Mais il y a évidemment une difficulté qu'a connue la majorité, parce qu'avec les difficultés de la liste du bourgmestre, nous avons perdu cette majorité en conseil et donc nous n'avons pas pu mettre ensemble toutes les adaptations. Il y aura toujours chez Écolo Groen une volonté de dialogue et d'adaptation, mais pas de retour en arrière pour supprimer des sites propres ou des pistes cyclables. Oui, alors Monsieur Koyuncu, est-ce qu'il faut un retour en arrière? Par exemple, avenue Princesse Elisabeth, il y a des aménagements qui ont été faits, ça a coûté de l'argent. Est-ce qu'il faut les détruire pour permettre à nouveau au trafic d'entrer dans cette partie entre le boulevard Lambermont et la cage aux ours? Mais écoutez, on pourrait très bien mettre l'avenue Princesse Elisabeth à double sens sans toucher aux aménagements et désengorger l'avenue Eugène de Mulder. En supprimant le site propre du tram. Pas nécessairement. À la double sens, alors il n'y a plus de site propre. La mobilité, c'est effectivement le gros point noir de cette législature. Aujourd'hui, il y a une majorité qui est en minorité. C'est le good move qui a fait éclater cette majorité. Aujourd'hui, à Schaerbeek, il y a une grande rupture entre une grande partie des Schaerbécois et cette majorité, liste du bourgmestre Défi Écolo Groen, qui dirige cette commune depuis 30 ans. Depuis 30 ans. Il y a eu des panneaux qui ont été arrachés. Il y a eu une révolte à Schaerbeek à cause du good move. Oui, et donc vous revoyez les aménagements récents, si je comprends bien. Monsieur Peuzès, nous sommes tous pour des quartiers apaisés. Nous sommes tous pour plus de verdure et de sécurité. Mais pas en imposant un plan sans concertation sincère avec les citoyens et les commerçants qui sont directement concernés par les aménagements de leur quartier. Nous, ce que nous voulons faire, nous allons mettre en place un mécanisme de concertation sincère. Nous allons partir à la rencontre des Schaerbécoises et des Schaerbécois et nous allons construire la mobilité de demain ensemble avec les citoyens dans le respect et dans le dialogue, M. Peuzès. Oui, et donc ça veut dire que vous revoyez certains aménagements, si je vous ai Le bien Parti compris. socialiste, dans une majorité, nous allons revoir le good move. Ouais. Alors, Bernard Clerfailly, c'est vrai qu'il y a certains projets qui ont été gelés. Est-ce que vous voulez, comme le dit Vincent Valawaloen, puisque c'est prêt, qu'on les reprenne et qu'on continue, ou alors on fait autre chose, ou en tout cas une concertation différente? Mais reconnaissons que gérer la mobilité, c'est partout compliqué. C'est votre 19e débat, mais je parie qu'on a parlé mobilité dans presque toutes les communes. Presque tous, effectivement. Voilà, parce que partout c'est compliqué. Partout nos quartiers sont traversés d'un important trafic de transit. Il y a 100 000 voitures qui rentrent chaque jour dans Schaerbeek et qui passent par tous les quartiers et qui perturbent dès lors la quiétude de vie, le cadre de vie d'une série de nos habitants qui passent devant les écoles. Donc nous devons penser la mobilité au bénéfice des habitants et de leur faculté à se déplacer sur notre territoire. Donc on ne va pas revenir en arrière comme cela. Il y a des parties du territoire où les mesures mises en œuvre sont pleinement satisfaisantes, à la fois pour les transports en commun, pour les citoyens, pour les cyclistes, et il y a un grand soutien populaire pour ce qui a été mis en place, mais il y a des points noirs, il y a des points qu'il faut améliorer, sur lesquels il y a déjà soit des propositions, soit d'autres propositions sur lesquelles il faut travailler. L'avenue de Mulder, absolument, c'est scandaleux, ils sont un déversoir, il faut absolument trouver des solutions à ce moment-là. Mais on ne va pas pouvoir traiter cela ici sur un plateau de télévision, ni même entendre tel ou tel politique dire « je sais mieux que tout le monde, on va faire cela ». On doit le faire clairement en concertation et avec la STIB, et avec les usagers des transports en commun, et avec les communes avoisinantes, parce que les flux de circulation ne sont pas uniquement intra-schaerbécois. On va devoir remettre ça sur la table et discuter clairement avec toutes les parties prenantes, habitants, commerçants et autres, pour trouver des solutions là où il y en a besoin. Alors, Léla Hasseni, est-ce qu'il faut revoir ce plan, ou alors est-ce qu'il faut le revoir profondément, ou est-ce qu'il faut juste l'adapter? Il faut une mobilité qui part des besoins concrets de mobilité des gens dans les quartiers. Et ça, c'est la grande inconnue. On fait des plans d'en haut, de boîtes de consultance et compagnie, mais en fait, les gens, ils vont travailler où le matin? Tard le soir, tôt le matin. Leurs enfants, ils vont où à l'école? Quels sont les besoins de mobilité qu'ont les gens? Et c'est comme ça qu'on va pouvoir créer une mobilité qui corresponde aux besoins. Donc, si je vous comprends bien, on revoit tout alors. Il va falloir, de toute façon, avec le PTB, on est pour que les plans d'aménagement soient approuvés, consultés par quartier. On est aussi pour l'organisation de consultations populaires dans les quartiers. Mais aussi, on est pour trouver des solutions concrètes aux gens. La mobilité, punir pour améliorer la mobilité, on a essayé, ça ne marche pas. Ça
monte les gens les uns contre les autres et ça détourne les gens de l'écologie, de mesures pour améliorer le quartier. Nous, on veut des solutions pour la mobilité. On en a. On veut qu'il y ait plus de lignes intra-Scarbeck pour pouvoir se déplacer en transport en commun. On veut arrêter les gens qui tournent comme des dingues pour trouver des places de parking en ouvrant les parkings des supermarchés et des bureaux. Mais on veut aussi trouver des solutions, par exemple, pour les parents qui amènent leurs enfants à l'école, parfois dans différentes écoles de la commune. On veut organiser des rangs scolaires en bus à vélo pour pouvoir décharger les parents de ce genre de trajet. Et c'est en trouvant des solutions concrètes pour améliorer la mobilité qu'on va pouvoir apaiser la circulation. Personne n'aime être bloqué dans les bouchons. Tout le monde veut pouvoir se déplacer tranquillement. Alors, dans vos programmes respectifs, on trouve aussi des points qui concernent le stationnement, la tarification du stationnement, l'appartenance aussi à Parking Brussels. On va faire un tour de table pour savoir quelle est la position des uns et des autres sur le stationnement. Monsieur Koyunchu, quand je lis votre programme, vous voulez qu'on revoie les horaires de stationnement payants et parce que vous les trouvez trop chers, si je vous ai bien lu. Avec nous, la suppression de places de stationnement à tout va, de manière dogmatique, ça sera non. Durant cette législature, nous avions obtenu 2 heures gratuites les samedis et les mercredis. C'est inscrit dans notre programme. Si nous gagnons les élections, nous allons mettre sur la table 4 heures gratuites les mercredis et les samedis pour les visiteurs, pour les personnes qui viendront visiter leur famille ou bien leurs parents. À côté de cela, par rapport à Parking Bruxelles, c'est écrit dans notre programme, nous voulons créer notre agence locale de stationnement. Et s'il le faut, nous sommes prêts à mettre un terme avec Parking Bruxelles, s'il le faut. Et ça, on aura une discussion par rapport à ça avec nos futurs partenaires de majorité. Et nous mettrons ça sur la table, effectivement. Oui, Madame Henry, vous le dites clairement, hein, vous voulez quitter, si vous êtes au pouvoir, vous quitterez, Scarbeck quittera Parking Brussels. Pourquoi ? Parce que la situation actuelle prend les Scarbeckois à la gorge. Ce qui me revient du terrain quand je parle avec les gens, c'est qu'ils ont l'impression de se faire racketter au niveau du stationnement. C'est presque une politique punitive pour eux. Et donc, Parking Bruxelles commet beaucoup d'erreurs, et donc ça donne lieu à des amendes indues. Et quand les gens veulent contester ces amendes, la procédure est longue et très difficile. Et donc, ça ne va pas. Cette situation ne convient pas aux Scarbeckois. Et vraiment, ils prennent ça pour du racket. Donc oui, je pense que Scarbeck a la taille suffisante pour faire pression sur Parking Bruxelles, pour améliorer ces processus. Et si ces processus ne s'améliorent pas, alors je pense que oui, il faut mettre fin à la convention. Oui, vous dites également que le parking payant jusqu'à 21h, c'est une politique, vous parlez de racket, je ne sais pas si pour ça que vous parlez de racket, mais en tout cas, vous voulez revoir les horaires de stationnement payant. En tout cas, effectivement, on voudrait revenir à une politique plus par quartier. Il y a des endroits où un stationnement plus long se justifie, payant plus long se justifie, d'autres pas. Et effectivement, de manière générale, pouvoir revenir à des zones bleues où c'est possible, à 19h là où c'est possible. Et effectivement aussi avoir une politique plus familiale, donc avec un allongement des heures gratuites et une augmentation des tickets visiteurs. Car ce qu'on a vraiment l'impression que les Scarbeckois subissent, c'est qu'ils ont l'impression d'être punis et qu'on ne peut pas venir leur rendre visite à Scarbeck. Oui, ben là, vous vous retrouvez finalement, la CENI. Je vais vous demander d'être bref parce que vous êtes en avance sur le temps de parole. On retrouve quasiment la même chose dans votre programme. Hein. Les scan-cars, vous n'en voulez plus et vous voulez que ce soit plus payant après 18h. Oui, c'est ça. On veut revenir au parking payant à 18h. Mais on veut surtout trouver, je vous dis, des solutions. Ce qui rend les gens dingues à Scarbeck, c'est qu'ils tournent en rond le soir en rentrant du boulot après 18h. Et donc, il faut trouver des solutions pour avoir des places hors voirie pour les riverains. Oui, alors Vincent Van Allowen, racket, vous répondez quoi à ça ? Mais il faut quand même arrêter de cette histoire de politique de stationnement qui serait quelque chose de dogmatique envers les voitures. C'est une fable, hein, ce truc. Qu'est-ce que c'est la politique de stationnement ? C'est M. Clerfay ici, il y a plus de 20 ans, qui a mis en place le premier plan de stationnement. M. Verzin était dans le collège et le PS et le MR étaient dans le collège également. Le stationnement, c'est quoi en fait ? Les politiques de réglementation de stationnement, c'est protéger la voiture du riverain contre la voiture du nafteur.
C'est ça. Et donc, au début, en effet, c'était jusqu'à 18h. Et puis, dans des quartiers, il y a des gens qui ont dit, en fait, quand moi je rentre à 18h15 du boulot, il y a plein de voitures ventouses, il y a des camionnettes, de gens qui la laissent là pour toute la nuit. On aimerait bien que vous augmentiez l'heure. Et on l'a fait. On l'a fait par quartier. Et puis, juste après, quelques mois après, il y a le quartier d'à côté qui dit, oui, mais en fait, les voitures ventouses sont chez moi maintenant. Et donc, alors, on a décidé de généraliser pour éviter... Je veux juste dire, moi, j'ai pas de dogme ou j'ai pas de... sur les heures. Je vous dis juste, on est là pour protéger les voitures. Ça ne crée pas des pistes cyclables ou ça ne crée pas des sites propres de bus, hein, la politique de stationnement. Et donc, on est juste là pour protéger... Je termine. On est juste là pour protéger le parking des riverains. Si on la ravance à 19h ou à 18h, vous verrez, il va y avoir des automobilistes québécois qui vont dire dans certaines communes limitrophes, on ne paye pas jusqu'à 21h, hein, vous serez d'accord. Mais je suis d'accord, mais donc ils n'ont pas eu ce problème. Je le répète, nous avons augmenté ces heures à la demande d'automobilistes riverains. Alors, M. Verza, est-ce qu'il faut revenir en arrière en matière de politique de stationnement, là aussi? Pour nous, Migrants Ensemble, c'est clair. Avec des habitants, nous avons introduit un recours au Conseil d'État dès 2020. Et nous avons eu gain de cause en 2023, en janvier. Pourquoi? Parce que le collège a outrepassé clairement ses compétences. Il n'a pas respecté la consultation citoyenne qui est prévue dans les anciennes réglementations concernant le stationnement. Et donc, nous avons gagné, mais 2 jours après, la majorité, M. Clairfailly et M. Van Alloyen, ont repris exactement le même règlement, en s'appuyant maintenant sur une modification de l'ordonnance qui rendait possible et facultative. Mais dites-nous ce que vous allez faire à l'avenir. Et donc pour nous, c'est très clair. C'est 1, remettre en vigueur les zones bleues. 2, rétablir le stationnement maximum jusqu'à 19h payante. 3, supprimer effectivement le paiement de samedi. 4, diminuer les tarifs. Et 5, évidemment, mettre fin à la convention avec Bruxelles Parking et retrouver cette autonomie communale à laquelle M. Clairfailly lui-même avait pensé au début de cette législature, lorsqu'il a émis le souhait de mettre fin à l'accord avec Bruxelles Parking. Alors, même lui, il pense. Oui, je vais vous demander d'être bref, M. Clairfailly. Est-ce que vous vous retrouvez, par exemple, avec l'idée de revoir les horaires payants et avec l'idée de quitter Parking Brussels? Écoutez, il n'y a aussi pas beaucoup de quartiers denses dans Bruxelles où le parking n'est pas une problématique que vivent les citoyens au quotidien. La difficulté La question était claire. Oui, je reviens. La difficulté vient de ce qu'il y a plus de voitures immatriculées à Schaerbeek que de places disponibles et il y a encore des visiteurs que nous accueillons parce que Schaerbeek attire du monde. Et donc, il faut gérer des priorités. Alors, il n'y a rien de sacré dans les régimes de stationnement. Et on doit continuellement évaluer si les régimes qui sont en place, quartier par quartier, sont pertinents par rapport aux évolutions, aux demandes, aux besoins des gens qui habitent le quartier, de ceux qui veulent recevoir ou des activités commerçantes qui y sont. Et donc moi, je propose qu'on fasse une évaluation quartier par quartier avec les parties prenantes pour adapter le régime de stationnement. Est-ce que la zone bleue est mieux que la zone verte? Est-ce que l'horaire doit être adapté? Par exemple, je vais le dire, à 21h sur tout le territoire aujourd'hui, on peut le questionner. Ce n'est peut-être pas le même besoin dans un quartier où il y a des commerces, comme à la chaussée d'Actes, et donc des gens viennent dans les commerces en soirée et prennent les places des riverains, ou dans des quartiers où il n'y a pas de commerce et moins de vie le soir, comme le quartier aux Fleurs, où on pourrait peut-être réduire. Il faut le faire quartier par quartier. Enfin, ce Brussels Parking, nous avons un dossier assez lourd. La commune vis-à-vis de Bruxelles Parking. Nous exigeons sans cesse qu'ils améliorent leur qualité de service qui est aujourd'hui insuffisante et nous sommes prêts à aller jusqu'à retrait de participation de ce parking et d'imaginer d'autres solutions. Elles sont compliquées à mettre en œuvre. Je préférerais que ce parking ait un très bon service aux citoyens, un meilleur service que maintenant. Il a raison. Par contre, ce qu'il oublie de dire, c'est que depuis 10 ans, c'est des centaines de places de stationnement qui ont été supprimées par les écoles de dogmatisme et d'écolo-grôle. Et donc ça aussi, on a diminué l'offre volontairement et ça doit changer. Ben voilà, l'accusation de dogmatisme, c'est pas la première fois qu'on la profère envers écolo. Votre réponse, M. Van Alloyen? Oui, c'est la petite musique habituelle de Georges Verza. Moi, je ne m'en étonne plus. C'est plus qu'une musique, c'est une symphonie. Si vous estimez... Moi, je ne me lève pas le matin en disant qu'est-ce que je vais supprimer comme place de parking. C'est pas du tout mon trip, ne vous inquiétez pas. Répondez rapidement. Je vous réponds rapidement. Je vous réponds rapidement. Oui, quand
on sécurise un abord d'école et qu'il faut supprimer 2 places de parking pour la sécurité des enfants, oui, ma priorité va à la sécurisation des enfants. C'est une évidence. C'est pas celle de M. Vezin. C'est pas grave. On n'a pas la même vision et le même projet de ville, M. Vezin. Non, parce qu'à chaque fois, vous en profitez pour aller beaucoup plus loin et mettre des sens uniques, limiter la circulation et embêter tous les commerçants comme à côté de la Ça ne sert à rien de s'énerver. Nous ne partageons pas le même projet de ville. Attendez, là, parce qu'on vous entendra pas. Mais nous avons été la première commune, ce dont parlait Mme Lassénie, à essayer de mobiliser les parkings des surfaces commerciales et les parkings des bureaux pour les mettre à disposition des riverains en soirée. Et nous menons cette politique le plus loin qu'il soit possible de la mener en contraignant par la fiscalité les détenteurs de parking à les ouvrir sur le quartier en week-end. Ce que et on a proposait augmenté Mme Lassénie, c'était des parkings gratuits, des entreprises le et des grands gratuit, magasins. mais les choses ont un coût. Donc, voilà. Oui, le PTB, Mme Lassénie fait partie du PTB. Mais là, vous vous retrouvez finalement, Mme Henry, par rapport aux avancées en termes de stationnement proposées par la liste du bourgmestre. Oui, je suis ravie de l'entendre. Mais c'est vrai que la politique de stationnement doit être une politique qui s'adapte et qui évolue. Et donc, je suis ravie que la majorité est en place, puisse quand même entendre que sur certains points, la politique menée n'a pas eu les effets escomptés et que donc elle mérite d'être revue. Alors, on va passer, si vous le voulez bien, à l'autre thème, c'est celui de la sécurité. Le quartier nord, c'est l'épicentre de l'insécurité scarbécoise. Un policier, rappelons-le, y a perdu la vie en novembre 2022. Les trafics en tout genre s'y déroulent. La zone concentre toutes les difficultés. Vous allez vous en rendre compte dans cette petite séquence. Il n'y a pas de consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique dans le quartier nord. Faut pas mettre de musique publique comme ça va? Vous avez oublié votre canette? Vous pouvez plus, pas faire d'esclandre, ça va? Le but, c'est pas d'aller chez Transit et venir ici consommer du crack devant les entrées. Je suis vraiment désolé. Le but, c'est d'aller chez Transit et d'être aidé pour ne plus faire ça, justement, au cas où vous n'avez pas compris. Un quartier avec un modèle de prostitution, avec la gare du Nord également, et puis tout ce qui transite autour de tout ça, des personnes qui viennent ici faire la fête, des personnes qui viennent acheter des stupéfiants, protoxyde d'azote et compagnie. Et donc, il y a cette atmosphère, tous ces faits centrés ici sont centrés sur le quartier Nord et, à ma connaissance, pas à d'autres endroits en Belgique. Et donc, ça, c'est vraiment très problématique pour nous. Voilà, donc une situation compliquée. Il y a des choses qui sont mises en place, ça donne des résultats, mais ça ne suffit pas. Il n'y a pas de solution miracle dans ce domaine. Monsieur Koyunchou, qu'est-ce qu'il faut faire en plus pour amener un plus grand sentiment de sécurité dans le quartier nord? La sécurité, c'est notre priorité numéro 1. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La criminalité a augmenté durant cette législature. Dans le quartier nord et dans certains quartiers de Schaerbeek, il y a des individus qui harcèlent les femmes et les enfants. Il y a des individus qui agressent des personnes. Et il y a des individus qui se shootent même devant les femmes et les enfants. Oui, et qu'est-ce qu'on doit faire en plus? Parce qu'il y a des choses qui sont mises en place, j'imagine que vous le concédez. Écoutez, si nous gagnons les élections le 13 octobre, je m'engage à renforcer la police de proximité. Avec le Parti socialiste dans une majorité, il y aura une présence physique de la police dans les quartiers sensibles. Il y aura une présence physique des gardiens de la paix. Et nous sommes même prêts à mettre des caméras de surveillance dans des quartiers sensibles afin de lutter contre l'insécurité. Ça, c'est notre vision pour la sécurité. Oui, alors Madame Henry, vous parlez dans votre programme d'un plan général de sécurité à mettre en place et le mettre en place en impliquant tous les niveaux de pouvoir. Que faire en plus dans ce quartier? Écoutez, oui, donc je parlais, vous le citez, des différents niveaux de pouvoir parce que les problèmes du quartier nord dépassent la commune. Ils impliquent la région et le fédéral. Et ça tombe bien parce que MR et engagés seront présents et au fédéral et à la région. Donc je pense que c'est très important pour avoir une cohérence de politique. Et je peux vous dire que dans les accords de gouvernement qui se négocient à l'heure actuelle et à la région et au fédéral, il y a vraiment un point d'attention qui est apporté au quartier nord, à la sécurité dans les gares et aux abords des gares, pour une meilleure exécution des ordres de quitter le territoire et pour vraiment plus de sécurité, plus de bleu dans les rues et aussi un focus sur le trafic de drogue. Oui, parce qu'il y a déjà des hotspots. Ça ne suffit pas, selon vous? Il faut quelque chose en plus? Je pense qu'il faut encore renforcer plus. On parlait de police de proximité. Oui, écoutez, pour l'instant, par exemple, les inspecteurs de quartier ont 2 casquettes. Ils ont un volet administratif et un volet de terrain. Je pense qu'à ce moment-là, on pourrait peut-être dissocier les 2 rôles afin qu'il y ait vraiment une présence en permanence sur le terrain d'inspecteurs de quartier. On pourrait réouvrir les COBAN, qui sont des petits commissariats de quartier, comme il y en avait un jusqu'il y a quelque temps à la place Litz.
On peut également aussi remettre en place des opérations coup de poing, lutter contre les adresses fictives. Donc je pense qu'il y a, sans forcément dégager même beaucoup de moyens supplémentaires, en tout cas des allocations de moyens qui doivent être faites différemment pour faire un focus sur la sécurité dans ce quartier. Oui, alors M. Clairfailly, ça fait longtemps que la commune réclame un plan d'action du fédéral. Là, il y a des gages qui sont donnés par Mme Henry. Vous pensez que ça permettra de nouvelles mesures de régler la situation? Je suis un peu comme sœur Anne. Jusqu'à présent, je n'ai rien vu venir. Je suis bourgmestre depuis 24 ans et des problèmes à la gare du Nord, on l'a rencontré il y a 15 ans, il y a 10 ans. Ils ont occupé la gare du Nord, on a dû la faire partir. Ils ont occupé le parc Gaucheret. Ils ont occupé le niveau -1 avec les bus de la cible. Chaque fois, on a dû faire les opérations. Mais le problème revient. Je suis très content de votre reportage parce que vous avez montré la police qui est sur le terrain. Nous avons mis la police sur le terrain. Il y a 10 policiers de plus au commissariat 5 qu'on a vu là dans le quartier Nord et ils mettent en œuvre le plan d'action spécifique du quartier Nord. La police fait son travail. Elle a fait, par exemple, sur le mois de juillet, 333 arrestations. 150 arrestations judiciaires. C'est des gens qui vendent, qui disent de la drogue. Après, on fait un beau petit rapport, on l'envoie au parquet et on connaît l'état du parquet de Bruxelles qui met beaucoup trop de temps à suivre les affaires. 180 arrestations administratives. C'est des personnes sans papier. Et donc, sans papier, on appelle l'office étranger, à vous une place pour que cette personne puisse quitter la rue et être hébergée. Libérez-le, s'il vous plaît. Et donc, on a absolument besoin que les services de l'État fonctionnent mieux pour renforcer notre travail policier. On a besoin aussi que l'État finance correctement la police dans nos villes, et en particulier à Bruxelles. J'ai rappelé que si l'État fédéral finance 50 000 € par policier partout en Belgique, en région bruxelloise, nous ne recevons que 39 000 € par an par policier. Oui, ça, c'est un Avec appel 10 000 que vous € de lancez. plus, on aurait Oui. 20% de moyens en plus et on pourrait les déployer dans les quartiers. Et donc ça, c'est un appel que vous faites aux autres niveaux de pouvoir, au niveau Mais local. à notre niveau, Est-ce qu'il y a vous avez vu moyen... nos policiers sont là. On a renforcé les policiers au commissariat 5. Il y a un plan d'action quartier Nord. Il est coordonné au niveau de la région bruxelloise en termes de hotspot. Nous allons réoccuper le fameux commissariat avec un LISA, c'est-à-dire un point où on va concentrer les services de prévention, les gardiens de la paix, la police et les services de traitement des personnes qui souffrent d'addiction. On va accueillir le service LAMA, qui est un service spécialisé d'accueil des personnes droguées. Donc il y a tout un plan d'action pour essayer de réussir ce quartier qui en a vraiment bien besoin, mais on a besoin que les services de l'État qui sont derrière, et je prends acte de l'engagement qui est fait, j'attends de voir que les services de l'État soutiennent les populations en souffrance et les commerçants en souffrance. Juste une réponse, Mme Henry, parce que c'est vrai que le gouvernement ou le MR assiégé ces précédentes années est souvent mis en cause à cause de l'inaction dans ce domaine, des coupes budgétaires, etc., etc. Vous répondez quoi à ça? Alors écoutez, c'est bizarre, mais je m'attendais à ce qu'on dise que sous le gouvernement de Charles Michel... C'est une question. Hein. C'est une question, mais c'est un faux fait. Parce que justement, donc, je savais que cette attaque allait arriver, donc j'ai été voir les chiffres. Et donc je peux vous dire qu'entre 2013 et 2018, les effectifs de la police fédérale ont augmenté de 66 et la police locale a été augmentée de 675 effectifs. Donc en tout, 741 emplois temps plein à la police. Et de même, les moyens ont également été augmentés entre 836 millions et 926 millions. Donc voilà, il y a les faits et puis il y a les rumeurs. Donc, Madame Lasseni, est-ce que vous êtes convaincue par ces chiffres? Parce que le MR dit, moyennement, très honnêtement. Même la RTBF a repris ces chiffres en disant que c'était effectivement des faux faits de rumeurs exprès pendant les campagnes électorales. Le problème avec le trafic de drogue, c'est qu'on a besoin d'inspecteurs spécialisés pour ça. Et c'est là où il y a un problème d'effectifs et c'est ça qui a été définancé. Ce sont des inspecteurs spécialisés pour faire le traçage de l'argent. Ce sont des inspecteurs spécialisés en matière informatique. Ce sont des douanes au port d'Anvers. Tout ça est vraiment manquant pour l'instant. Et donc, oui, quand j'entends le MR dire qu'ils ont fait beaucoup, en fait, ce qui permet de s'attaquer au grand banditisme a été complètement sous-estimé. Alors, si vous me permettez quand même de répondre aussi, c'est qu'au niveau fédéral, sous la dernière législature, il y a quand même eu un commissaire drogue qui a été nommé. Il y a quand même eu un renfort des moyens aussi des douanes avec des scanners qui ont été achetés. Et pas plus tard qu'encore quelques jours, c'était par dizaines de tonnes de cocaïne qui ont été saisies. Donc, en tout cas, il y a des efforts et des moyens qui ont été mis pour lutter spécifiquement contre le trafic de drogue. Et maintenant, j'aimerais bien qu'il y ait le pendant de ce commissaire drogue à Anvers. On avait proposé à l'époque un commissaire lié aux violences urbaines à Bruxelles. Alors, Monsieur Verzin, vous parlez d'un plan d'action intégral, vous l'appelez le triangle des Bermudes. Vous l'appelez Place de la Reine, Place Liszt, rue de Brabant, Gare du Nord. Donc, il y a des problèmes. Et c'est quoi un plan d'action intégral? Il y a des problèmes, évidemment, de drogue et d'assuétude à peu près dans tous les quartiers de Schaerbeek.
Mais il y a une zone qui concentre tous les problèmes. C'est la zone qui s'étend entre la place de la Reine, la place Litz et la gare du Nord, en passant par la rue de Brabant. Et ce quartier, comme on l'a dit, Mme Lasseni l'a dit, concentre tous les problèmes liés au phénomène urbain. La drogue, le deal, les assuétudes. Dites-moi ce que comporte votre plan d'action intégral. Le plan d'action que nous proposons, c'est d'abord qu'on cesse de se lamenter en questionnant toujours le fédéral et la région. Nous devons d'abord apprendre à balayer devant notre propre porte. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je propose qu'on mette enfin tous les acteurs qui sont concernés autour de la même table, qu'on fasse des états généraux et qu'on les fasse travailler ensemble. Aujourd'hui, les éducateurs de rue, les services de prévention, les ASPCL qui s'occupent des assuétudes, le programme PPU, les commerçants, l'administration, la police travaillent chacun de leur côté. Il n'y a pas d'intégration de toutes ces politiques. Je vois M. Clairfailly faire non. Donc, je pense qu'il se trompe parce que ce qui se passe sur le terrain, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'échevins de la prévention, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'échevins des classes moyennes, c'est qu'aujourd'hui, les commerçants se sont abandonnés. Et donc, c'est ça qu'il faut mettre au point. Et pour ça, il faut faire vraiment un plan d'action intégré et ça passe d'abord par réunir tous les acteurs autour de la même table et discuter ensemble. Alors, M. Van Alloyen, est-ce que toutes ces associations de prévention également ne sont pas associées finalement à la lutte contre le phénomène sur le terrain ? Mais bien sûr que oui. En fait, c'est vraiment méconnaître la réalité. Mais est-ce que si la réponse à ça, si répondre à cette question, c'est de dire est-ce qu'on fait assez, est-ce que la situation est satisfaisante sur le terrain, c'est évidemment non. Évidemment qu'on va devoir concentrer beaucoup plus de moyens, faire plus de transversalité. Moi, j'ai fait beaucoup de rondes avec les gardiens de la paix, avec la police, le matin tôt, quand il y a eu le problème où Bruxelles Propreté ne venait plus prendre les sacs. J'ai envie de rendre hommage, moi, à ce corps de police. Il fait un travail extraordinaire, humain, tous les jours, des policiers, des policières bien formés, motivés, au service de la population. Ce qui se passe aussi, c'est que franchement, maintenant, pour être honnête, il n'y aura pas dimanche soir, lundi matin, un bourgmestre élu qui va pouvoir faire le shérif et régler ce problème en 100 jours. Ça n'existera pas, chers collègues. Ça n'existera pas. Ce quartier-là, il concentre plein de problèmes comme les grandes gares, mais il est surtout la victime de la faillite de la politique de l'accueil du gouvernement fédéral. Ce sont des milliers de personnes qui sont en rue, qui n'ont aucune perspective, qui sont irrégularisables et qui sont évidemment des proies faciles. Moi, je vous mets 2 jours la nuit pour passer 2 jours d'affilée. Quand la première dose de crack est gratuite, je vous promets, tout le monde, après 3 nuits dans ce quartier-là, tout seul, en pleine nuit, eh bien, il devient un drogué. Oui. Franchement, on ne réglera pas le problème de la gare du Nord. On ne réglera pas le problème de la gare du Nord si on ne règle pas la politique de l'accueil. Mais ça veut dire aussi que nous, on va devoir faire. Parce que tout ce qu'on ne fait pas, tout ce que les moyens qu'on concentre là, ce sont des moyens policiers pour la sécurité dans tout le reste des quartiers qui sont mobilisés à cause de la faillite de cette politique d'accueil. Oui, tant qu'on est dans ce thème, je voudrais qu'on parle de la différence entre le haut et le bas de Schaerbeek. C'est un problème que vous pointez ce problème-là, Monsieur Koyuncu, dans votre programme. Vous dites qu'il y a un bilan désastreux en matière de lutte contre les inégalités sociales. La division de la commune s'est accentuée, absence d'investissement significatif dans le bas de Schaerbeek. Est-ce que vous ne noircissez pas un peu le tableau ? Écoutez, c'est pas moi qui le dis, ce sont les citoyens. Il y a 2 jours, je me promenais dans le quartier nord. Il y a des citoyens qui rouspétaient. Ce sont eux qui me parlaient encore une fois de la différence entre le haut et le bas de Schaerbeek. Quand on voit la situation de la propreté, par exemple, dans certains quartiers dans le bas de Schaerbeek, il n'y a pas assez de poubelles. Il n'y a pas assez d'agents qui assurent la propreté. Nous sommes même prêts à augmenter le nombre de jours de collecte pour assurer la propreté, nous, de notre côté. Ce sont les citoyens qui nous disent ça. En hiver, il y a eu de la neige, par exemple. Il y a eu de la neige. Le marché chasseur-ardennais a été déblayé. Le marché de la place Léon, par exemple, n'a pas été déblayé pour avoir le marché. Tout simplement, ce sont des marchands qui nous avaient fait la remarque. Effectivement, il y a une différence de politique mise en place entre le haut et le bas de Schaerbeek. Nous, si nous gagnons les élections, nous allons mettre en place un projet qui rassemble. Et nous allons mettre en place des projets qui vont accentuer la cohésion sociale. Et ça passe par des activités, je ne sais pas, mais des activités culturelles, festives. Il faut créer une synergie entre le haut et le bas de Schaerbeek parce qu'il y a des murs qui existent, M. Peuzès, entre le haut et le bas de Schaerbeek. Est-ce que vous partagez cet avis, Madame Henry, sur cette différence de traitement entre haut et bas de la commune ? Différence de traitement, je ne pense pas. Différence de réalité,
oui, les réalités sociologiques sont différentes entre effectivement... Ça ne correspond à rien, en fait, le haut et le bas de Schaerbeek, mais voilà, il y a des quartiers et des réalités différentes à Schaerbeek, il faut s'en rendre compte. Au-delà de toujours un peu cette division, je pense que c'est au sein même de chaque quartier qu'il faut retrouver de la cohésion sociale. Je pense qu'on l'a parlé sur la question de la mobilité qui a eu tendance à enclaver les quartiers. Et donc, au-delà des contrats de quartier qui ne concernent que certains quartiers, je trouve qu'il faudrait qu'il y ait dans chaque quartier un conseil consultatif de quartier avec, par exemple, un budget participatif, avec un vrai projet avec un budget alloué autour duquel les citoyens peuvent se retrouver et justement construire un projet commun. Ouais, alors, Madame Lassény, manque de cohésion sociale entre les différents quartiers. Est-ce que vous partagez l'avis de M. Koyuncu ? Il y a des quartiers qui se sentent abandonnés au niveau de la propreté, de la sécurité. Et oui, il faut mettre plus de moyens au niveau des ramassages, des poubelles notamment. Il y a des endroits où on vit dans des très petits appartements. De nombreuses familles partagent une maison. Et donc oui, objectivement, c'est plus difficile de garder 4 poubelles pendant une semaine. C'est pour ça qu'on se bat pour avoir des solutions concrètes comme des conteneurs enterrés, comme plus de tournées de poubelles. Par contre, vraiment, il y a des problèmes qui se retrouvent dans tous les quartiers de Schaerbeek. Et les logements qui sont devenus impayables, c'est aussi dans le Haut-Schaerbeek. La propreté, en fait, il y a aussi des problèmes à certains endroits dans le Haut. Donc cette division, c'est en partie une réalité, mais en partie aussi les Schaerbeekois, dans leur ensemble, ont besoin de solutions pour leur vie quotidienne. Alors, M. Van Arouwen, est-ce qu'on manque de moyens pour investir dans le bas de Schaerbeek ou est-ce qu'à certains moments, on n'a pas tenu compte de la réalité d'un quartier et on y a investi moins ? La réalité des chiffres en termes d'investissement dans des infrastructures, des nouveaux parcs, des nouvelles crèches, des nouvelles écoles, les chiffres, c'est qu'on a investi sans doute plus de 70% de ce que vous appelez, de ce qu'on appelle le bas de Schaerbeek. Mais je suis d'accord que le bas et le haut, comme s'il y avait une frontière entre les deux. Une frontière invisible. Oui, une frontière, mais la réalité, c'est qu'il y a des bas et des hauts un peu dans différents quartiers de Schaerbeek. En tout cas, dans tout ce qu'on appelle le quartier nord, le nouveau parc Stephenson qui va voir le jour, les chiffres d'investissement prouvent qu'on a massivement investi dans ces quartiers, plus qu'ailleurs d'ailleurs. Par contre, la réalité du nettoyage, de la propreté et de la sécurité, ça, ce n'est pas un ressenti, c'est une réalité. Les quartiers denses, les quartiers autour des gares, c'est un peu comme ça dans l'ensemble des villes. C'est pour ça que je disais il y a quelques minutes qu'on va devoir réinvestir plus de moyens publics, plus de moyens humains, sécurité et propreté. Mais en termes d'infrastructure, ça, les chiffres prouvent le contraire. Oui, M. Koyuncu. 70% des investissements dans le bas de la commune, vous répondez quoi ? Il suffit d'aller se promener dans le bas de Schaerbeek. Descendez à la place de la Reine, par la rue des Palais, la place Titz, descendez à la rue de Brabant, à la rue Van Oost, à la cage aux ours, promenez-vous par là, tendez le micro aux Schaerbeekoises et aux Schaerbeekois, et ils vous répondront que ce n'est pas le cas. Monsieur Vorzin. Clairement, la fracture sociale augmente à Schaerbeek. C'est vrai que pour la première fois depuis 20 ans, nous avons perdu plus de 3000 habitants l'année passée. En cause, effectivement, le fait que les Schaerbeekois et les Schaerbeekoises payent de plus en plus cher des impôts, de la fiscalité pour des services qui sont de moins en moins bien rendus. Et donc, la classe moyenne quitte Schaerbeek. Et résultat des courses, seuls restent encore dans le haut Schaerbeek des ménages à haut revenu et dans le bas Schaerbeek des personnes à moindre revenu. Et donc, cette fracture sociale doit trouver des réponses. Et pour trouver cette réponse, nous devons réconcilier les Schaerbeekois. Et pour le faire, on ne peut le faire qu'en menant des politiques de cohésion sociale, mais aussi en travaillant fondamentalement sur l'éducation, sur les écoles et la culture liées à la prévention. C'est essentiel. Alors, la fracture sociale qui augmente, Monsieur Clerfailly, perte d'habitants liée à une diminution de qualité de vie, des classes moyennes qui partent. Votre réponse est aussi par rapport aux propos de Monsieur Koyuncu sur le bas de Schaerbeek. Alors, il y a des réalités différentes dans les quartiers de la commune. On a, pour faire simple, une commune 19e siècle, avec des petites rues denses et des maisons. Et puis, on a une commune 20e siècle avec des avenues un peu plus aérées dans une autre partie de la commune. Et ça fait des ambiances de quartiers différentes qui permettent d'avoir une offre à des populations, des habitants différents qui trouvent des chaussures à leurs pieds dans des quartiers différents. Mais les quartiers restent marqués par leur histoire et par ce qu'ils sont. On ne peut pas dire que la commune ne s'en préoccupe pas, surtout des conditions de vie
parfois plus difficile, plus de densité dans les quartiers plus anciens. Moi, j'ai porté en 24 ans 12 contrats de quartier, 12 contrats de réinvestissement dans les quartiers populaires. J'ai développé 5 parcs dans les quartiers. Le parc Gaucheret, le plus grand, le parc Rasquinet, le parc Princesse-Elisabeth et maintenant le parc Stephenson à la place Pavillon. Donc, on fait d'énormes efforts. On a développé des salles de quartier, la salle Vanos près de la Cage aux Ours, la salle rurale Sainte-Marie, une salle de quartier à la rue du Pont. On a fait énormément d'investissements et placé des services publics communaux. On a développé des crèches dans tous les quartiers de la commune, alors qu'auparavant, il n'y en avait que dans les beaux quartiers. Donc, on a fait un gigantesque travail pour offrir dans tous les quartiers eux-mêmes services publics. Mais c'est vrai qu'il y reste des situations sociales plus difficiles dans certains quartiers que d'autres et que nous devons continuer à y travailler, bien entendu. Alors, il nous reste une dizaine de minutes pour parler de la friche Josaphat et pour parler de la fiscalité. Donc, je vous demanderai à tous d'être brefs et je vais commencer à donner la parole à ceux qui sont en retard sur ce temps de parole par rapport à la friche Josaphat. Alors, il y a les partisans, ceux qui sont partisans de son urbanisation et ceux qui pensent que l'espace vert doit être sanctuarisé en tout ou en partie. Quelle est la position des candidats sur ce point? Madame Lasseini, est-ce qu'il faut aménager un maximum de logements, selon vous, sur cette friche Josaphat? Il faut aménager du logement abordable partout où c'est possible. Donc avec le PTB, on a plusieurs solutions pour le logement, pour créer du logement abordable, faire contribuer les promoteurs immobiliers, s'attaquer aux logements vides, s'attaquer aux bureaux vides. Et puis la friche Josaphat, c'est aussi en partie un endroit où on peut construire du logement, mais pour nous, c'est un parc, un endroit qui est public, un terrain public, un des seuls terrains publics. Et donc, c'est une folie de vendre une partie des logements qui seront construits là ou une partie de ce terrain au privé. Donc, pour nous, ça doit être le point de départ. C'est un endroit qui doit rester public. Et on a besoin de logements abordables. On a trop de logements hyper chers. J'ai vu à un moment donné dans une déclaration que vous disiez je défends la construction de 1200 logements publics sur la friche Josaphat. C'est toujours votre point de vue aujourd'hui? Pour l'instant, ce n'est pas le projet qui est défendu. Donc, vous savez que c'est un projet qui est fait par la région. Pour l'instant, on est à 500 logements. Pour nous, le plus important, c'est que les logements qui sont construits soient des logements abordables, vraiment. Et ce n'est pas du tout la direction qui est prise, puisqu'il y a 50% de ces logements qui vont être vendus au privé. Et on sait ce qui se passe. Ça veut dire des logements impayables. Et ça, on n'en a vraiment pas besoin. Si c'est pour construire ce genre de logement, alors ce n'est pas la peine, vraiment. Alors, la friche, elle est fermée pour l'instant, bien que ce soit un terrain public. Une question, Monsieur Verzin, quelle densité sur cette friche et quelle partie doit être sanctuarisée selon vous? Et donc, selon Bruxelles Environnement, qui est l'administration de l'environnement de la région de Bruxelles-Capitale, il y a sur ce terrain, sur ce territoire de 13 hectares,8, il y a 4 hectares qui sont clairement à haute valeur environnementale ou à très haute valeur environnementale. Ces deux sites-là sont vraiment, aujourd'hui, ils doivent absolument être préservés de toute construction, sauf à détruire toute la biosphère qui s'est créée là. Et donc, ma position a changé. Je pense que sur cette partie-là, on ne peut pas construire. Ça n'empêche pas que sur d'autres parties de la friche Josaphat, notamment la partie industrielle, on puisse prévoir des évolutions, de la construction et pourquoi pas du logement. Mais l'essentiel, ce n'est pas la friche Josaphat. L'essentiel, si on veut créer du logement, c'est de le faire là où il a déjà été accepté, sur le PAD Mediapark, où il y a 1400 logements qui sont en train de voir le jour. Oui, on ne va pas parler de Mediapark ce soir. Madame Henry, sur la friche Josaphat, que faut-il construire et est-ce qu'il faut construire? Alors écoutez, on s'y est fermement opposé. Le projet qui était sur la table au départ était beaucoup trop dense. Projet régional, effectivement, on parlait de 1600 logements et puis 1200, 1100 logements. Donc cette copie a apparemment été revue. On parle actuellement de 500 logements avec une mixité. Moi, j'ai compris logements sociaux et logements abordables pour la classe moyenne, ainsi qu'une école et une infrastructure sportive. Et donc, je pense qu'il est important de trouver un équilibre. C'est-à-dire que la biodiversité est très, très importante. On a peu de lieux comme ça et donc il est très important d'en préserver le maximum. Maintenant, il faut aussi pouvoir entendre le besoin des Bruxellois, et notamment pour bénéficier aussi de loyers modérés. Il faut qu'il y ait une offre de logement suffisante. Maintenant, il y a d'autres endroits également où on va construire du logement. Il y a aussi un logement existant qui peut être rénové, notamment en matière de logement social. Donc, pour nous, ce n'était pas la priorité de construire à cet endroit-là. D'accord. Donc, un équilibre logement privé, logement public. Mais la préservation de la biodiversité. Monsieur Koyunchou, est-ce que vous vous retrouvez dans la proposition du PTB qui est de dire qu'il faut 100% de logements publics sur ce site? Il faut tout d'abord bien préciser que Schaerbeek a perdu 2% de ses habitants durant ces dernières années.
Et la friche Josaphat, la friche où on va construire le projet, ça concerne 13 hectares. Il y aura du bâti sur 1/10 de ces 13 hectares. Il y aura 500 logements. Il y aura une crèche, il y aura une école, il y aura des salles de sport. Mais est-ce que ça doit être du logement public, selon vous, à 100%? Il y aura 50% de logements publics. Si on veut attirer des habitants à Schaerbeek, et si on veut que nos enfants restent à Schaerbeek, il va falloir construire. On n'a pas le choix, M. Peuzès. On n'a pas le choix. Il va falloir construire. Pour nous, le projet de la friche Josaphat, c'est un projet qui est équilibré. C'est un projet qui tient compte de la sensibilité des Schaerbécois concernant la biodiversité. Et en même temps, c'est un projet qui, pour moi, respecte l'environnement. Oui, alors, la parole maintenant à Vincent Van Halloween. Rapidement, pour la friche Josaphat, est-ce que ces 500 logements qui sont annoncés, ça vous semble suffisant ou alors il faudrait encore revoir ce nombre à la baisse? Ce n'est pas une histoire de revoir le nombre de logements à la baisse. Les besoins de la ville sont énormes en termes de logements et d'équipements collectifs, mais il faut construire la ville sur du gris et préserver le vert. Et donc notre position, d'autres collectifs l'ont montré, il y a moyen d'avoir du logement public sur la partie déjà urbanisée de l'ensemble de ce territoire. Absolument. Et préserver l'entièreté de la friche. Moi je suis étonné un peu de sorte de revirement du MR qui parle déjà de mixité de fonctions en préservant la biodiversité. C'est un seul tenant. C'est un seul tenant. J'ai parlé de mixité de logement, oui. S'il y a du logement, et j'ai parlé de préservation de la biodiversité. Cette friche-là, la partie friche, doit être préservée en un seul tenant, parce que c'est ce seul tenant qui fait l'équilibre en termes de biodiversité. Oui, rapidement, Bernard Clerfailly. Mais quand on a commencé à réfléchir à l'urbanisation de ce site, c'était la gare Josaphat, un des lieux les plus pollués de la région bruxelloise. Et à force de ne rien y faire, on y a rajouté une couche de terre et la biodiversité est revenue se réinstaller sur le site. C'est une belle force de la biodiversité, il faut le rappeler quand même. Donc maintenant, il y a un projet qui est sur la table, pour parler rapidement. Moi, je suis pour une urbanisation raisonnée du site. Je pense qu'on doit préserver une bonne part de biodiversité et de préférence dans le meilleur endroit, mais je pense qu'on doit aussi répondre aux besoins de la ville. Il y a des besoins de créer du logement à Schaerbeek pour faire pression notamment sur les prix. Et on a besoin là d'une école et d'équipements. On doit se mettre autour de la table. C'est le gouvernement régional qui décidera du projet. Et moi, je souhaite qu'il soit le plus équilibré possible pour répondre aux besoins que différentes composantes de la population déclarent à propos de ce site. Allez, il nous reste 5 minutes. On va faire un tour de table sur la fiscalité, puisque Schaerbeek se distingue en matière d'impôts communaux. Donc, elle est juste trop élevée, notamment le précompte immobilier, l'impôt immobilier. On termine l'émission en abordant la politique fiscale à venir. Je vais vous donner la parole, Madame Henry. Alors, vous le dites... il faut en tout cas, dans le changement de la fiscalité et du précompte, favoriser les propriétaires occupants. Puisque vous parlez de la prime biome qui devrait augmenter de manière sensible, selon vous. Non, donc ce qu'on demande, c'est en tout cas un stop fiscal, donc un gel du précompte immobilier, puisque le précompte immobilier a augmenté de 30% lors de la dernière législature. On est au précompte immobilier le plus haut de Belgique, donc il faut pouvoir à un moment dire stop pour ce précompte. Ensuite, oui, nous voudrions... Il y a déjà une prime qui s'appelle la prime biome qui soutient les propriétaires occupants. Et donc, on pense qu'en cours de législature, dès que les moyens financiers de la commune le permettront, il faudra l'augmenter et, si possible, la doubler. Donc, pas de date pour vous, dès que les moyens financiers le permettent. Écoutez, il ne faut pas non plus faire de fausses promesses parce qu'on est en campagne électorale. Il faut se rendre compte que la situation financière de la commune est préoccupante. Et donc, en effet, il faudra... pas le faire dès le début, mais on a quand même l'espoir que dans les 2-3 ans à venir, on améliore la situation financière. Et dans ces cas-là, oui, il faut soutenir la classe moyenne. Alors, M. Koyunchou, est-ce qu'il faut faire un stop fiscal à Schaerbeek? Il faut savoir que le petit propriétaire schaerbécois paye le précompte immobilier le plus élevé, pas de Bruxelles, du royaume. Et du coup, les propriétaires qui voient leur précompte immobilier augmenter répercutent cette augmentation sur le prix des loyers. D'un côté, vous avez les locataires qui sont lésés et de l'autre côté, vous avez les propriétaires qui sont lésés. Oui, vous avez la prime biome qui est directement déduite de la facture, mais ce n'est pas suffisant. J'ai des amis qui avaient acheté un appartement il y a 15 ans
et qui payaient 500 € de précompte immobilier. Aujourd'hui, ils paient 1500. La prime Biome, c'est 150 €. Il faut savoir qu'il y a une prime d'accompagnement social qui existe pour les propriétaires habitants. Et nous voulons rendre automatique la prime d'accompagnement social comme la prime Biome. Et pour finir, nous allons proposer le gel du précompte immobilier. Et le gel du précompte immobilier, c'est donner du pouvoir d'achat aux familles scarbécois. Oui, rapidement, Leila Lasseni, est-ce que vous vous retrouvez dans les propositions du PS, par exemple, sur le stop fiscal, le gel du précompte immobilier et l'augmentation de la prime Biome? Il va falloir absolument prendre ces mesures-là, effectivement, mais aussi réfléchir à comment aller chercher de l'argent sur les épaules les plus larges qui doivent contribuer le plus. Si on a une crise économique, disons, à Scarbeck, c'est aussi dû à des problèmes de gestion de la majorité en place. Et il va y avoir un plan d'austérité qui est prévu avec des réductions de postes dans l'administration. Et ça veut dire moins de services pour les Scarbeckois. Donc pour nous, ça va être une des priorités, ça va être de lutter contre cette austérité en allant chercher de l'argent aussi dans les taxes sur les surfaces de bureaux, dans les taxes sur les parkings, etc. Il va falloir faire des choix, mais pour nous, pas d'austérité dans le service public de la commune. Oui, M. Verzin, très rapidement. Très très rapidement. Nous sommes effectivement sous plan de redressement en période de grande austérité. Créé par quoi? Par le trou de 20 millions laissé par la majorité à cause des erreurs. Vos propositions, s'il vous plaît, M. Verzin. Et donc ma position, elle est claire. C'est un stop fiscal, comme Mme Henry l'a souligné. C'est aussi des moyens nouveaux quand ils seront possibles, mais c'est surtout conserver à Scarbeck la classe moyenne qui ne peut pas quitter de plus en plus Scarbeck, parce que ça, c'est essentiel pour l'équilibre de nos finances communales. Oui, 15 secondes, M. Clairfailly. Scarbeck est la commune, et ça, vous n'avez pas dit, qui a le taux d'imposition sur les revenus des ménages le plus bas de Belgique, à l'exception de 4 communes flamandes à la côte qui sont 0%. Non, mais il faut le dire, 4,6%. Ça veut dire qu'à Scarbeck, une enseignante qui habite à Scarbeck ou une enseignante qui habite à Evere, elle gagne plus à Scarbeck à Evere. Un chauffeur de tram qui habite à Scarbeck ou à Etterbeek, il a un pouvoir d'achat plus important. Non, mais il faut le dire, c'est nous qui veillons au meilleur pouvoir d'achat des gens avec le taux de taxation le plus... Nous avons décidé, nous, le stop fiscal, nous avons décidé la prime Biome et nous avons décidé la prime d'accompagnement social qui fait que le propriétaire occupant ne paye pas plus d'impôts fonciers. Celui qui paye l'impôt foncier, qui finance les politiques communales, ce sont les immeubles de bureaux, les immeubles commerciaux et les multipropriétaires qui n'habitent pas à Scarbeck. Monsieur Van Allowen, je vais devoir vous couper, Monsieur Verzin. Monsieur Van Allowen, rapidement, s'il vous plaît, parce qu'on a déjà dépassé le temps. Moi, je rejoins tout le monde ici autour de la table de la position raisonnable en termes de fiscalité qui était le stop fiscal. On ne disait pas, tout le monde ne disait pas la même chose. Vous savez, on a des difficultés financières parce qu'en fait, une grande commune populaire, c'est la même chose à Anderlecht, c'est la même chose à Molenbeek. Eh bien, nous sommes mal financés. Il n'y a pas assez de solidarité régionale et pas assez de solidarité fédérale. Vous savez qu'on dépense à peine plus par habitant que la commune de Woluwe et Saint-Pierre. Et pourtant, on a des moyens considérablement. Cette commune n'est pas mal gérée, il n'y a pas une administration pléthorique, il n'y a pas des frais de fonctionnement dispendieux. On va tous devoir être raisonnables parce qu'il s'agit d'argent public, mais personne ne va pouvoir faire de fausses promesses. Merci en tout cas, voilà, le débat est terminé. On a un petit peu dépassé le timing, mais merci en tout cas d'avoir débattu sur ce plateau. Merci aussi à Jim Moscovitz qui m'a aidé à la préparation de ce débat. Demain, le dernier débat sera présenté par Fabrice Grosfilet. Il recevra les présidents et responsables régionaux des différents partis pour une analyse transversale des différents enjeux. Très bonne soirée à tous.